Merci. On tient aussi à remercier l'INRS de nous avoir invités pour vous faire part de notre expertise sur ce sujet, expertise qui s'est construite d'une part dans l'observation de situations réelles auprès d'entreprises, mais également lors de travaux au sein du réseau, travaux auxquels les partenaires sociaux ont été associés, puisqu'on est un organisme paritaire, comme on l'a souligné à plusieurs reprises depuis le début de la journée. Et enfin, expertise qui s'est consolidée dans le déploiement, dans le cadre de l'observation du déploiement d'une action régionale. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites depuis le début de la journée et dans l'après-midi. On va essayer d'apporter un éclairage peut-être opérationnel par rapport à ce contexte réglementaire qui vient d'être évoqué par l'exposé précédent. Donc, le contexte, c'est qu'effectivement, la réglementation, elle est ancienne. Le décret, il date quand même de 92. Pour autant, la démarche de prévention, eh bien, elle a des difficultés à être appliquée, à être finalement opérationnelle. Pour plein de raisons, il y en a quelques-unes reprises ici sur ce slide, un certain nombre ont été évoquées depuis ce matin. L'urgence, dans un certain nombre de cas, une démarche qui peut être considérée comme une charge de travail en plus. Voilà, c'est un petit peu, ça tombe sur la tête, on se sent obligé de faire un contrat, un plan de prévention qui fait plusieurs centaines de pages, alors qu'encore une fois, la forme est libre et nulle part n'est indiqué qu'il faut faire 100 pages pour que le document soit efficace, bien au contraire. Parfois une perte de connaissance, des installations en interne où finalement les équipes externes vont connaître plus les plans des installations que le propre personnel de l'entreprise utilisatrice. Parfois des difficultés à percevoir qui doit faire quoi, le rôle dévolu à chacun, voire même une dilution des responsabilités au travers finalement de ce travail de plan de prévention. Le constat, au bout du bout, c'est que l'analyse de risque, souvent, elle est peu anticipée, voire inadaptée, et que l'étape clé d'échange, de partage, qui est l'inspection commune préalable, qu'a rappelé Thomas, elle est souvent sous-estimée dans le cadre de son importance, puisque c'est vraiment une étape où on va se parler et où on va s'organiser ensemble. S'ensuit un plan de prévention souvent non opérationnel, administratif, générique, comme je l'ai souligné, souvent de dizaines et dizaines de pages, qui n'est au final pas opérationnel. Et au bout du bout, une absence de maîtrise des risques liés aux interférences qui peuvent conduire à des dysfonctionnements de type délai supplémentaire pour réaliser l'intervention, des surcoûts financiers, mais aussi un risque d'accident, voire grave. Alors, c'est vrai que depuis plus de 20 ans, au sein de la CARSAT Normandie, on déploie des actions, on crée des outils à destination des différentes parties, que ce soit les entreprises utilisatrices ou les entreprises extérieures, afin de les accompagner, et surtout de manière extrêmement opérationnelle, autour de 3 axes. L'axe 1, les enjeux organisationnels de la démarche de prévention des risques liés aux interférences. L'axe 2, l'analyse des risques liés aux interférences, donc les clés de sa réussite. Et l'axe 3, la maîtrise des risques liés aux interférences, et donc la coordination des mesures et gestion des aléas, 3 axes que va présenter Jean-Noël. Merci Sébastien. Donc pour travailler sur le premier axe, donc les enjeux organisationnels, la CARSAT Normandie, on a créé 2 grilles d'autodiagnostic à destination des entreprises donc extérieures et entreprises utilisatrices, donc c'est 2 grilles distinctes. Ça va permettre aux entreprises de faire leur propre auto-évaluation de leur processus. Donc pour l'entreprise extérieure, on va interroger 5 items et on aura un radar à la fin qui permettra d'avoir les points forts et les points améliorés. Donc l'entreprise extérieure, on va interroger les modes opératoires, l'analyse de risque, les mesures de prévention, la formation et les ressources et le suivi de l'intervention. Et pour l'entreprise utilisatrice, on va interroger la phase de consultation. Thomas Nivelet en parlait tout à l'heure, mais c'est une phase très importante en termes de prévention. La partie personne référente, la partie inspection commune et analyse des risques liés aux interférences, la partie plan de prévention dans sa rédaction et aussi le suivi de l'intervention. L'objectif de ces grilles d'autodiagnostic, c'est une photo à l'instant T de la perception qu'a l'entreprise de son propre processus. L'idée, en fait, c'est d'engager des échanges en interne
pour comparer les pratiques, les points de vue de chacun. Donc l'idéal, c'est que cette fiche, par exemple, cette grille, soit faite par plusieurs acteurs d'une entreprise utilisatrice ou plusieurs acteurs de l'entreprise extérieure. Et ça permet d'avoir des échanges et de confronter les points de vue, parce que selon qui on va être dans l'entreprise, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Donc ça permet aussi d'échanger. Le but, c'est aussi de confronter les pratiques et les points de vue pour mettre en relation l'organisation réelle versus l'organisation théorique qu'on pourrait penser efficiente. Et surtout aussi, c'est de proposer un plan d'action ciblé et harmonisé pour s'améliorer. Le but donc en fait de cette auto-évaluation, donc je parle de plan d'action pour s'améliorer. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à un moment, l'entreprise réfléchisse à son organisation en termes de ressources. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir faire un état des lieux sur le nombre d'opérations, le nombre d'interventions qu'on va faire. Si on en fait 1000, si on en fait 100, si on en fait 10 par an, ce n'est pas la même chose en termes de ressources. Qu'on regarde aussi le ratio entre le nombre de ressources et le nombre d'opérations. Si j'ai un opérateur ou un chef qui fait pareil 10 plans de prévention à l'année, et s'il y en a un qui en fait 1000, ce n'est pas les mêmes charges de travail. Ensuite, les fonctions, la qualification, les formations, la disponibilité des ressources et la connaissance aussi des installations. Est-ce que mes ressources connaissent bien mes installations, mes équipements? Et l'idée, dans le cadre de la maintenance, puisqu'on parle de la maintenance, c'est peut-être aussi que cette définition des ressources soit faite conjointement avec l'entreprise extérieure, l'entreprise utilisatrice, pour que ce soit adapté aux travaux à réaliser. Ensuite, l'axe 2, donc l'analyse des risques liés aux interférences, on est parti d'un postulat de base, c'est-à-dire que pour faire l'analyse des risques liés aux interférences, l'entreprise utilisatrice, elle a besoin de savoir exactement ce qui va se passer, enfin l'activité que l'entreprise extérieure fera sur son site. Donc en fait, il faudra un mode opératoire. Donc on a développé des outils. Donc les premiers pour l'entreprise extérieure, on a travaillé sur des guides méthodologiques. L'idée, c'est de passer de mode opératoire générique, des modes opératoires métiers, à des modes opératoires qui correspondent à la réalité de ce qui va se passer sur l'intervention et un mode opératoire qui sera utile à l'intervenant. Sébastien le disait, mais c'est vrai pour les plans de prévention, c'est vrai pour les modes opératoires. On a souvent des modes opératoires ou des plans de prévention qui servent peu en fait sur le terrain à l'intervenant. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'intervenant ait un intérêt à aller regarder ces documents. Donc voilà, donc on a créé 3 guides pour faire ça. Alors on a insisté beaucoup depuis le début de la journée là, sur les échanges en fait, hein, que ce soit maintenance interne, maintenance externe. On a beaucoup parlé échange. Ben là, l'idée c'est de dire effectivement, pour avoir un mode opératoire efficace, il y a besoin que des échanges soient organisés entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure. Et aussi, on l'a dit aussi, le plus tôt possible, donc dès la phase de consultation. Plus la phase de consultation sera détaillée en termes de documentation, et on pourra donner aussi la possibilité d'aller sur le terrain, plus le mode opératoire sera réel. Et de toute façon, l'entreprise extérieure elle réfléchit déjà au mode opératoire quand elle fait le chiffrage. Donc elle adapte forcément les équipements au mode opératoire, à ce qu'elle devra faire. Ensuite, donc, on a créé un guide à destination des entreprises utilisatrices. Donc, l'idée, c'est comment passer d'un mode opératoire, donc un plan de prévention générique, à une analyse des risques qui correspond à la réalité. Donc, comment j'utilise le mode opératoire de l'entreprise extérieure pour en ressortir des mesures de prévention en cohérence avec les risques liés aux interférences et en cohérence avec les activités réelles qui sont prévues dans le mode opératoire de l'entreprise extérieure. Donc ça, c'est un guide à destination des entreprises utilisatrices. Le point clé, on l'a dit tout à l'heure, hein, le point clé, c'est l'inspection commune préalable sur l'analyse des risques. Donc l'idée, c'est que l'entreprise utilisatrice va réceptionner des modes opératoires, elle va organiser des inspections communes. Alors on a mis une ou des inspections communes préalables parce que des fois, il est possible de saucissonner sur une grosse intervention un peu lourde, donc on disait plutôt d'avoir
500 intervenants lors d'une inspection commune préalable, plutôt saucissonner, avoir une organisation qui permet d'être plus efficace. Et surtout, lors de cette inspection commune préalable, ce qui nous intéresse, c'est de discuter les modes opératoires et d'identifier dans ces modes opératoires les phases d'activité qui vont engendrer des risques, qui peuvent engendrer des risques liés aux interférences. On va, à la suite de pendant cette inspection commune, se mettre d'accord sur le mode opératoire final, c'est-à-dire que avant l'inspection commune préalable, ça peut être un mode opératoire encore théorique, et là on va se mettre d'accord sur le vrai mode opératoire. On va identifier les risques liés aux interférences, définir des mesures de prévention, et qui va mettre en place les mesures, et c'est bien ça qu'on va retrouver dans le plan de prévention. Donc, je reviens sur l'inspection commune préalable, elle doit être rigoureuse sur le lieu de l'intervention, et donc c'est ce qu'a développé Thomas Nivelet tout à l'heure. Ensuite, le troisième axe, donc la maîtrise des risques liés aux interférences. Donc en gros, c'est quelle organisation je mets en place pour suivre les travaux, comment je facilite les échanges, parce que l'important encore une fois, c'est les échanges pendant les travaux, et comment je mets à jour le plan de prévention. On a parlé de personnes référentes, il faut identifier des personnes référentes qui seront amenées à faire des visites terrain, à faire des réunions de coordination, à mettre à jour le plan de prévention, mais surtout qui seront le relais pour l'intervenant. C'est l'intervenant qui vit la situation de travail. Donc il faut donner la possibilité à l'intervenant de dire « attention, je sors du cadre, je sors de mon mode opératoire, je sors du plan de prévention, donc je m'arrête, je me pose, j'échange avec mon référent, que ce soit dans l'entreprise extérieure et dans l'entreprise utilisatrice, pour refaire une analyse des risques et revoir le plan de prévention. » Forcément, on l'a mis, mais le plan de prévention, même si on le fait avec des modes opératoires, qu'on essaye d'être le plus réel possible, ce n'est qu'un outil prévisionnel. On ne peut pas gérer les aléas dans le plan de prévention, donc il faut vraiment qu'il y ait un suivi et qu'on puisse le mettre à jour régulièrement. Merci Jean-Noël pour cet éclairage. Donc au regard, encore une fois, de ce processus de l'intervention, on en a beaucoup parlé cet après-midi, mais au départ, il y a bien un besoin d'identifier, et il y a beaucoup de choses donc, qui doivent se produire et se passer avant le début de l'intervention, avant le jour J. Une première phase avant la contractualisation, avant la commande, où effectivement, eh bien, si finalement, pour parler peut-être un peu plus abruptement, mais on éclaire les règles du jeu dans les différentes parties, eh bien, on aura au bout du bout des modes opératoires qui seront plus près de la réalité et surtout qui permettront un chiffrage plus juste. Une fois que la contractualisation est passée, que la commande est faite, eh bien, l'étape essentielle de l'inspection commune préalable va permettre aux différentes parties d'affiner cette analyse des risques et de retenir les mesures de prévention adaptées. Et puis, quand l'intervention démarrera, effectivement, il faudra là prévoir cet accueil qui est une étape clé qui a été déjà évoquée tout à l'heure par Thomas Nivelet. L'encadrement des équipes qui interviennent et puis bien de s'organiser pour gérer les aléas qui viendront forcément durant la durée plus ou moins longue de l'intervention. Et puis après la fin de l'intervention, comme c'était précisé, ce n'est pas une fin en soi. Il y a la phase d'évaluation, de réception qui est parfois passée à l'as parce qu'effectivement, sur le terrain, on est pressé de passer à la suite et à l'intervention suivante. Et ce qui est important vraiment de souligner là-dessus, c'est qu'effectivement, dans les opérations de maintenance, et souvent qui s'organisent contractuellement sur plusieurs mois, eh bien, on a une phase d'analyse de risque un peu générique, un peu spécifique, un peu générique, qui doit être complétée par une analyse de risque spécifique liée à l'intervention le jour J, qui va être amenée, je dirais même, pendant l'instant T, puisque effectivement, on ne peut pas, dans le cadre d'une réflexion plus globale, tout prévoir dans l'évaluation générique. Donc il y a des enjeux énormes vis-à-vis de toute cette démarche de prévention. Et on l'a dit, mais c'est vraiment de faciliter la communication entre les différents acteurs, à la fois d'un côté comme de l'autre, finalement de l'acheteur jusqu'au commercial, en passant derrière, au bout, en aval, avec les personnes qui seront là le jour J lors de l'intervention. Un enjeu, c'est de permettre une coordination, de s'organiser le plus en amont possible. Au plus je m'organise, au mieux ça se passera. Et
d'impliquer les différents salariés au travers de la démarche de prévention pour avoir une démarche participative, de développer les compétences, on l'a dit ce matin, mais c'est extrêmement important, au travers de formations, de donner des moyens aux acteurs et de réagir, d'affiner l'analyse de risque au plus près, voire pendant l'intervention. Il y a un enjeu globalement de performance des entreprises. Voilà. On vous a remis également sur cette dernière diapo le lien de notre site internet où vous pouvez retrouver des vidéos sur le sujet, un webinaire disponible en replay et puis les documents que vous a présentés Jean-Noël. Merci. Merci beaucoup.